nous allons commencer cette dernière table ronde de la journée qui va porter sur les innovations du bord et les initiatives portuaires. En termes d'intervention, Gwen, je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Donc, Xavier Nicolas était pressenti pour faire l'ouverture de cette table ronde. Malheureusement, il est pris par le cabinet de la ministre. Il s'en excuse vivement. Donc, je vais reprendre quelques-unes de ces slides au pied levé, puisque elles avaient un sens dans l'ensemble de cette table ronde. Après quoi, je ferai une petite intervention sur la réglementation internationale et un point un petit peu sur les équipements qui sont disponibles. Ensuite, Valentin Guillonnard nous présentera les premiers résultats d'une enquête réalisée auprès des plaisanciers pour le parc marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Et puis, nous terminerons par la thématique portuaire avec la certification port propre présentée par Véronique Tourelle-Clément, donc déléguée générale des ports de l'UPACA, et Anne-Sophie Cassan, déléguée générale de l'Union des villes portuaires d'Occitanie. Ensuite, au niveau du Parc national marin d'Iroise, nous irons voir avec Patrick Pouline un petit peu justement cet accompagnement de la certification port propre qui est en train de se déployer sur d'autres façades que la façade Méditerranée. Et pour finir, sur la qualité des eaux, nous ferons un petit rappel d'un webinaire que nous avions fait cette année dans le cadre du programme. Donc, je vais présenter les quelques slides donc de Monsieur Xavier Nicolas, donc chef de la mission plaisance aux affaires maritimes. Donc, je veux bien aller sur la slide 3 qui est le cadre réglementaire. Donc, en fait, si on regarde le cadre réglementaire français en ce qui concerne les rejets des bateaux de plaisance, on fait le constat que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont parcellaires et on va trouver des articles dans différents codes. Et par exemple, si on regarde la slide suivante, on a un code de l'environnement qui stipule, qui interdit les rejets dans les eaux superficielles ou souterraines et qui punit de 2 ans d'emprisonnement ou de 75 000 € d'amende tout rejet qui entraînerait des dommages, que ce soit pour la santé ou pour la faune et la flore. Si on passe à la slide suivante, on voit dans le code des transports, on peut trouver d'autres choses également. Donc, l'interdiction de rejeter dans les ports tout objet, terre, matériaux. Si l'on passe à la slide suivante, donc là, il est à nouveau précisé qu'il est défendu de porter atteinte au plan d'eau, à la conservation des profondeurs. Donc, on va citer les hydrocarbures, les matières dangereuses, les sédiments. Et si l'on continue, on va trouver dans le Code du tourisme, cette fois, un article qui provenait de la loi sur l'eau de 2006 et qui demandait à ce que les bateaux soient équipés en système de rétention, de stockage des eaux noires pour accéder au port. Et ça, c'était pour les bateaux construits après 2008. Si l'on continue dans la présentation, on va voir que les règles applicables à la construction des bateaux de plaisance, c'est la directive du marquage CE qui a été modifiée en 2013 par la directive la 1994, pardon, qui a été modifiée par la 2013. Donc, on voit un petit peu qu'on va trouver des articles, ça et là, qui vont interdire les rejets.
Et puis, il va y avoir des choses spécifiques sur le bateau, des choses spécifiques sur le port. Et donc, on a tout un cadre juridique qui est un petit peu sporadique comme ça. Mais en tout cas, on voit bien les enjeux qui sont portés aujourd'hui, notamment au niveau portuaire. Donc, on a vu tout ce qui était rejet de déchets qui est traité, rejet qui induirait un dommage à l'environnement ou quelque chose de nocif pour la santé de l'homme. Donc, bien sûr, il y a les rejets d'eau grise, eau noire. Il y a les questions de carénage aussi qui sont traitées. Là, on ne les a pas citées spécifiquement. La question de gestion des déchets des navires. Et pour le portuaire, la grande question des résidus de dragage. Donc, il y a des chiffres qui sont intéressants quand même. C'est-à-dire que les plaisanciers ont aujourd'hui, selon l'Observatoire des ports de plaisance, à 75% une aire marine protégée à proximité de leur bassin de navigation. 46% considèrent que cela est une contrainte, mais 54% considèrent que cela est un atout. Donc, c'est quand même une donnée intéressante sur la perception des plaisanciers de l'aire marine protégée, qui est plutôt positive. Enfin, ça reste sans doute à valoriser encore davantage. Donc, sur les projets d'investissement à 5 ans, donc plutôt sur les aspects portuaires, il y a toujours une augmentation des capacités qui est envisagée. Des travaux sur les qualités de service aux plaisanciers, des travaux sur l'environnement et la biodiversité, et la mise en tourisme des installations portuaires et des activités nautiques. Voilà, ça donne un petit peu les axes sur lesquels travaille le ministère. Donc, voilà, c'était un petit peu au pied levé, mais ça nous donne un petit peu voilà, un aperçu d'une réglementation qui peut être parfois comme un gruyère. Et donc, moi, je vous propose de revenir à un niveau plus international, en fait, pour expliquer comment on en arrive à la réglementation nationale. Donc, slide suivante. Donc, il faut rappeler que le bateau a un statut particulier. C'est à la fois un meuble, à la fois un immeuble. Il a un régime juridique assez spécifique. Et puis, c'est un régime juridique qui est internationalisé. C'est-à-dire qu'à bord, on va appliquer la loi de l'état du pavillon. Et souvent, le bateau navigue sous juridiction de l'état du port. Donc, il va y avoir 2 souverainetés qui s'appliquent, ce qui fait que, en fait, pour monter à bord d'un bateau, ne sont habilités que les agents qui ont le port-set contrôle et qui ont cette habilitation de l'état du port. Donc, finalement, si on change de slide, on voit que, comme le reste du secteur maritime, la plaisance, les grandes règles de la plaisance, finalement, sont définies au niveau international. Donc, c'est par l'Organisation maritime internationale. Donc, on a la SOLAS pour la sécurité en mer, on a la COLREG pour la prévention des collisions, on a la STCW pour la formation des gens de mer, et puis, donc pour la prévention de la pollution, c'est la MARPOL 73-78. Donc, on peut changer de slide. Donc, comment ça fonctionne, la pyramide du droit? C'est la théorie du ruissellement. Ça fonctionne assez bien des fois et moins bien parfois. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des obligations d'installation portuaire, donc c'est une demande de la MARPOL qui va être traduite dans une directive européenne et qui va être appliquée en droit national par une ordonnance.
En revanche, si on prend la partie équipement de bateau, on voit qu'au niveau européen, on va avoir la directive de la norme CE. Et puis, à côté de ça, on va avoir un article de la loi sur l'eau. Donc, on voit bien que ça se mélange un petit peu. Et puis, il faut ajouter à cela tout le corpus du droit européen, du droit de l'environnement européen, qui vient s'ajouter à cela et qui va mettre des exigences supplémentaires. Donc, c'est bon pour moi. Donc, la convention Marpol, elle va traiter dans son annexe 1 des rejets d'hydrocarbures, dans son annexe 4 des rejets d'eau noire, dans l'annexe 5 des déchets domestiques et des eaux grises, et dans son annexe 6 des émissions des moteurs marins. Mais on ne va pas traiter de l'annexe 6 là parce que c'est plutôt une question propulsion dont on aurait pu parler à la table ronde précédente. Donc, pour la petite histoire, la convention Marpol, on va ouais. La convention Marpol, en fait, en 2001, on m'avait demandé à un bureau régional de l'OMI au REMPEC de faire un code de conduite pour les bateaux de plaisance en Méditerranée. Bon, et du coup, à l'époque, moi, je m'étais dit, bah, qu'est-ce qu'on a? On a la Marpol. Et il se trouvait que la définition en fait, du navire par la convention Marpol pouvait s'appliquer aux bateaux de plaisance. Donc du coup, on a vu ça avec, à l'époque, c'était Jean-Claude Saint-Lô qui s'occupait de la division environnementale de l'OMI. Et finalement, ça a été quelque chose d'assez positif d'appliquer la convention Marpol aux bateaux de plaisance. Alors on peut se dire que c'est assez inadapté parce que tout ça, c'est des conventions qui sont faites pour le transport maritime, mais il faut bien se dire que c'est plus intéressant au niveau international d'avoir une convention, même si elle n'est pas très très bien adaptée, qui va quand même limiter les rejets des bateaux de plaisance. Donc voilà. Donc on peut regarder la slide suivante. Donc comment fonctionne la réglementation en matière de rejet finalement? Le marin va être autorisé ou pas à faire un rejet en mer. Si le rejet n'est pas autorisé, il va falloir qu'il y ait le stock à bord. Donc, il va falloir que le bateau soit équipé. Et en dernier lieu, c'est le port qui doit être équipé en installation portuaire de réception des déchets. Donc, voilà, on a toujours ces trois phases. Donc, on peut aller, on va regarder un petit peu par thématique comment ça fonctionne. Donc, au niveau des rejets d'hydrocarbures, bon, il y a les émissions des moteurs marins, on a dit que c'était un autre sujet. En ce qui concerne les bateaux de plaisance, on va avoir les débordements au moment de l'avitaillement et puis des rejets d'hydrocarbures qui proviennent de l'espace moteur. Donc, pour les petits navires, la convention Marpol, elle autorise les rejets à très faible concentration quand le bateau fait route et à plus de 12 000 des côtes. Bon, c'est peut-être pas conseillé, on peut éviter. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver à bord? Alors, actuellement, sur le marché, il y a une éconable qui va permettre d'éviter les débordements au moment de l'avitaillement. On trouve aussi un petit système de bypass qui coûte 40 $. La Nable éconable, elle coûte 150 €. Donc, on est sur des choses pas très chères et qui pourtant ne sont pas généralisées sur les bateaux qui arrivent sur le marché. Alors, pour préparer cette intervention, moi, je suis allée au ship chandler du coin et qui m'a dit, et puis à Lorient, c'est un ship assez important, il m'a dit, bah, on ne m'a jamais demandé d'éconable. Donc, je pense qu'il y a sans doute un progrès à faire. Peut-être, vu le faible prix de ces équipements, peut-être que tous les bateaux neufs pourraient en être équipés. Et puis, pour ce qui est de l'espace moteur, oui, il y a des kits absorbants qui peuvent éviter quand même les fuites au moment du bricolage. Donc là-dessus, on n'a pas spécialement de recherche et développement. Voilà. Alors, si on parle un petit peu des rejets d'eau noire, il faut savoir que
Ben là, la convention Marpol, elle ne s'applique pas du tout aux bateaux de plaisance, à part aux grosses unités. Donc, elle s'applique aux bateaux de plus de 400 tonneaux ou de moins de 400 tonneaux quand ils sont habilités à transporter plus de 15 personnes et qu'ils effectuent des voyages internationaux. Donc, le plaisancier lambda, petite unité en France, il n'est pas concerné. Alors, on va s'intéresser quand même à ce qui est dit, à savoir que les eaux peuvent être rejetées si elles ont été traitées par un système approuvé, ou alors à 3000 des côtes si elles sont broyées et désinfectées, ou à 12 000 des côtes, toujours en faisant route à une vitesse supérieure ou égale à 4 nœuds pour éviter les concentrations. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver donc, aujourd'hui, avec la norme CE, il y a une obligation d'équipement des bateaux neufs. Pour les bateaux existants, qu'est-ce qu'on va trouver sur le marché? On va avoir des bacs de rétention horizontaux ou verticaux. Les horizontaux, ils ont un système, c'est motorisé. Il y a un petit bac aussi qui est adaptable aux toilettes RM. Et puis, sinon, on va trouver des WC chimiques. C'est le système du camping-car. Donc là, on est quand même sur des produits chimiques qui doivent être déposés à terre. Et puis, on a une petite station de traitement qui est le Lectrasen, qu'on trouve relativement facilement. Le chipchambleur du coin m'a dit qu'il avait 3 ou 4 demandes par an pour d'achat de bacs de rétention et que en ce qui concernait l'Electrason, c'était surtout des gens qui venaient remplacer leur système, mais il n'avait pas l'impression d'avoir de nouvelles de demandes d'installation de ce système. Donc voilà, on peut changer de slide. Donc aujourd'hui et demain, vers quoi on pourrait aller? Donc en termes de système de traitement, on voit que on connaît la dilution et la chloration, c'est le Lectrasan. L'approche bactériologique, elle est plutôt exclue parce que peu adaptable en termes de taille sur les bateaux de plaisance. Et alors, il y aurait une troisième voie qui serait en train de s'ouvrir et qui a été développée par Biosi et qui a été développée pour les plus gros navires pour traiter les eaux de ballast avec des ultraviolets. Donc, ce qu'on attend de cela, c'est peut-être une réduction de la taille, en fait, une miniaturisation. C'est des choses qui souvent se font. Il y a ce transfert du maritime vers la plaisance. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne les rejets des déchets, donc bien sûr, c'est interdit. Il y a quelques années, on pouvait encore jeter par-dessus bord des matériaux naturels, du papier, du carton, du verre, du métal. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut tout garder à bord. La seule exception, c'est les déchets alimentaires. Donc là, ils peuvent être rejetés à 3000 des côtes, mais il faut qu'ils soient broyés, concassés et passés dans un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm. Donc, faut faire du hachoir ou des petits bouts. Et puis, pour ce qui est des zones spéciales, là, c'est les zones spéciales sous la Marpol, c'est les mers fragiles, Méditerranée, Baltique, mer Noire, mer Rouge. Donc là, c'est les mêmes conditions, mais à 12 000 des côtes. Donc voilà pour ce qui est des déchets et de la réglementation. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver à bord pour gérer ces déchets? En fait, pas grand-chose. Donc là, on en revient vraiment aux usages. Donc, les 4 bons R, refuser, réduire, réutiliser, recycler, sachant que le recyclage, c'est que la dernière solution d'un point de vue environnemental. Et puis à bord, qu'est-ce qu'on va faire? On va dépackager, on va reconditionner, on va trier, on va séparer, on va essayer de compacter avant de stocker et puis, si possible, de faire des poubelles sèches parce que sinon, ça dégouline dans les fonds. Et pareil, là, il y a des systèmes de compacteurs pour les navires qui sont en train de se développer.
Et l'idée, ça serait voilà, de les miniaturiser aussi pour les bateaux de plaisance. Mais je crois que là, vraiment, pour les constructeurs et pour les ships, il y a un peu de recherche à faire, quoi, parce qu'il n'y a pas, on ne trouve pas à bord les bons petits compartiments qui vont bien pour stocker les différentes choses. Enfin, il n'y a pas eu, j'ai pas vu sur le marché ni auprès des chantiers des petites idées, quoi. Voilà, donc le mot est passé, je pense, et il sera repassé. Voilà pour ce qui est des déchets. Donc, l'annexe 5 vise aussi les eaux grises des bateaux. Donc, les eaux de l'hygiène, de vaisselle, de lessive, des nettoyages du bateau. Donc, la Marpol, elle parle de résidus de cargaison, de nettoyage des ponts des navires. Et pour ce qui est applicable aux bateaux de plaisance, en fait, les eaux de nettoyage de pont sont autorisées, même dans les zones spéciales. Donc, on ne va pas se dire chic, on va pouvoir savonner avec n'importe quoi. Donc, de toute façon, la solution pour les eaux grises, ça va être les produits verts, quoi. Donc, slide suivante. Donc, toujours au Ship Chandler du coin, on peut aller voir les gammes de produits qui sont vendus. Et ce qui est assez surprenant, c'est il y a des gammes de produits assez importantes pour le nettoyage des bacs à eau noire. Et avec beaucoup de pictogrammes de produits qui ne sont pas seulement chimiques, mais qui sont dangereux pour la faune et la flore et pour l'être humain. Donc, c'est à se demander si le nettoyage des bacs n'est pas finalement plus impactant que l'absence de bac, si on n'a pas transféré une problématique. Et alors, on peut aussi acheter de l'eau bleue pour avoir de l'eau bleue dans ses toilettes. Et si on tourne donc le flacon d'eau bleue, on peut voir que c'est dangereux pour la vie aquatique. Voilà, donc c'est quand même assez surprenant. À côté de ça, il y a des gammes quand même qui font un effort d'étiquetage sur le sourcing des produits, si c'est d'origine végétale, sur le pH. Donc, il existe quand même des gammes vertes dédiées au nautisme. Je ne les ai pas citées ici, mais en l'occurrence, là où je suis allée, elles n'étaient pas représentées. Donc, il y a sans doute un gros effort à faire. Peut-être pour interdire des produits dangereux pour la vie aquatique à bord, hein, et peut-être pour faire davantage de promotion des produits d'entretien vert pour le bateau. Donc voilà pour ce qu'on peut trouver en magasin. Donc le rappel, c'est que à bord comme à la maison, les eaux grises, elles ne sont pas traitées. Donc on n'a pas nos stations d'épuration ne traitent pas les produits chimiques qui sont dans les eaux grises. Donc on a quand même une forte pollution tellurique des mers. Et puis quand on va chercher à se repérer un peu dans les produits verts, on va chercher des choses qui sont biodégradables, à savoir une biodégradabilité totale en 21-28 jours. On va regarder pour des choses peu écotoxiques, donc plutôt des produits naturels et non issus de la pétrochimie. Et puis, on va se poser la question de la quantité du rejet et de la concentration de ce qui peut être rejeté. Voilà, c'est bon pour moi. Donc, quand on parle de pollution, c'est l'introduction d'une substance, d'un rejet qui va déséquilibrer un écosystème. Et comme on l'a vu sur la slide précédente, en fait, il faut toujours se demander quelle est l'écotoxicité de la substance. Enfin, quelle est la substance déjà quand on achète ces produits d'entretien pour le bateau? Est-ce que c'est très dangereux? Quelle est la biodégradabilité? Est-ce que ça va durer longtemps? Et quelle est la quantité et la concentration du rejet qui est envisagée?
Voilà, là, on parle surtout des eaux grises, hein, mais la vaisselle à bord et les douches et les shampoings, ça existe. Donc, il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Voilà pour moi. Donc, si on regarde un petit peu le chemin classique de la recherche et du développement qui arrive jusqu'au nautisme, on a souvent de la recherche qui part du routier et qui ensuite va aller sur le off-road, à savoir agriculture et notamment maritime. Donc, on voit cette R&D qui va arriver sur le maritime parce qu'il y a de la marge à faire. Et puis, petit à petit, il y a un glissement qui va se faire jusqu'au nautisme. Donc ça, c'est le chemin un petit peu classique, la voie royale, ce qu'il faudrait attendre. Seulement, on a vu que le nautisme a quand même ses particularités et un certain dynamisme. On peut rappeler que la transition énergétique et écologique, elle est évaluée à 75% de changement systémique et à 25% de changement d'usage. Donc, on a souvent l'habitude de dire qu'il faut penser en termes d'innovation en dehors de la boîte. Et en fait, j'avais envie de dire que là, il faudrait peut-être penser comme s'il n'y avait jamais eu de boîte. Voilà, et encourager toutes les initiatives d'un tissu spécifiquement nautique qui est quand même assez dynamique, sans attendre forcément le rouleau compresseur du chemin du routier jusqu'à nous. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Valentin Guillonnard sur donc une étude qui a été réalisée sur les usages des plaisanciers. Et ça va peut-être donc éclairer un petit peu ce qu'on a évoqué du côté des équipements des bateaux. En tout cas, du moins, ça va être en lien. Bonjour à tous. Merci Rachel de m'avoir donné la parole. Oui, donc moi je suis Valentin Guillonnard, je travaille au Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis et je suis en charge d'un projet qui s'appelle Réseau Blo, qui concerne la mise en œuvre d'un réseau d'observatoires des activités de loisirs dans les parcs naturels marins, donc dans 4 parcs naturels marins en particulier, donc estuaire Picard et mer d'Opale, bassin d'Arcachon, estuaire de la Gironde et mer des Pertuis et Cap Corse et Agriat. Et donc je vais vous parler aujourd'hui des premiers résultats d'un travail qu'on a lancé cette année, dont l'objet était une enquête auprès des plaisanciers du parc naturel marin pour mieux connaître leurs pratiques, à la fois leurs pratiques de navigation, connaître aussi, mieux comprendre leurs connaissances du parc, des enjeux du parc naturel marin, et puis avec toute une partie sur les équipements des embarcations, notamment par rapport au pour l'instant, moi, je ne vois pas. C'est bon pour toi? Parce que ça a coupé un moment, Valentin. Ah, pardon. Tu as perdu un moment. Ouais, excusez-moi. Donc là, normalement, ça devrait aller. Je te demandais la diapo suivante, si c'est possible. Ouais, alors, donc celle-là, du coup, attends, je passe. Là, je suis toujours sur la première diapo, moi, sur le titre. Ouais, mais il y a un souci parce que ici, pour moi, ça circule. Ah, ça y est. Okay. Voilà, ok. Bon. C'est bon. C'est reparti. Donc le plan de après. On t'a reperdu, Valentin, on ne t'entend pas. Merci, on va le contexte de ce travail-là rapidement, donc qui est le projet Réseau Blo. Je vous présenterai également les objectifs de l'enquête, la méthodologie qui a été mise en œuvre, et puis quelques premiers résultats assez partiels pour le moment, puisqu'on est en train de traiter et d'analyser toutes ces données, notamment sur les profils des plaisanciers, leurs pratiques et les équipements en lien avec les eaux usées. Diapo suivante. Donc, très rapidement, le projet Réseau Blo, donc c'est un projet, comme je vous l'ai dit, qui est en cours sur 4 parcs naturels marins. Donc, vous avez la carte sur la diapositive, donc estuaire Picard mer d'Opale dans le nord, estuaire de la Gironde et mer des Pertuis, donc là où moi je travaille plus précisément, représenté en rose, bassin d'Arcachon, et puis Cap Corse et Agriat, donc dans le nord de la Corse.
C'est un projet dont l'objectif est d'instaurer une démarche pérenne. Vous m'entendez ou pas? On t'entend, ça saute par moment, mais on t'entend. D'accord. Parce que j'ai vu des commentaires qui me disaient qu'il n'y a plus de son. Donc c'est un projet dont le... Si ça saute trop longtemps, on te dira. Mais pour l'instant, Ouais. on a des petites coupures, donc ça va encore. Oh, putain. Son micro est coupé à Valentin, là. Je l'ai réactivé. On va y arriver. Donc c'est bon. Donc le projet, c'est d'instaurer une démarche pérenne de recueil de données dans les parcs naturels marins qui répondent aux besoins de connaissances sur les usages de loisirs dans ces parcs, de développer des échanges entre les parcs sur cette thématique et de mutualiser les connaissances et les méthodes d'acquisition. Donc c'est un projet de 34 mois qui a commencé en 2020, qui est porté par la direction des aires marines protégées et donc avec une forte dimension interparc. Il est financé par le FEAMP, donc c'est le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, sur la mesure 80 B et C, donc qui concerne la protection et l'amélioration de la connaissance de l'état du milieu marin. Donc dans le cadre de ce projet-là, on a identifié 40 actions d'acquisition de connaissances que l'on a mis en œuvre dans les 4 parcs naturels marins. L'enquête que je vais vous, enfin, les premiers résultats que je vais vous présenter donc, sont une des 40 actions qui ont été identifiées dans ce projet. Donc cette enquête, comme je vous l'ai dit, elle a été mise en place dans le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, dont vous voyez une première carte ici. Donc c'est un parc qui s'étend sur 6500 km², 1100 km de côte, et où là, les activités de plaisance sont très importantes. Elles sont favorisées notamment par une configuration naturelle avec des mers intérieures, notamment les Pertuis charentais, qui sont très adaptées à la pratique de la plaisance. On a c'est un territoire qui est assez bien équipé en termes de capacité d'accueil pour la plaisance, avec 17 000 places environ dans les ports et les zones de mouillage, et 2 grands bassins de navigation, donc le premier au nord dans les Pertuis charentais, et puis le second à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Et dans le cadre d'un parc naturel marin, on a un plan de gestion, c'est-à-dire qu'on a des objectifs à long terme qui ont été validés et construits par un conseil de gestion. Donc il y en a 4 concernant les usages de loisirs. Le premier, c'est le maintien de la diversité des activités, parce que cette diversité est assez importante dans le parc et elle est considérée comme une richesse. Le second, c'est le développement d'une offre de loisirs valorisant et préservant le milieu marin. Donc ça concerne surtout les activités qui sont encadrées. Et puis, les 2 dernières concernent la réduction des pressions de ces activités, à la fois sur les espèces et les habitats en jeu. Par exemple, ce matin, on parlait des mouillages écologiques. Nous, on a des actions qui vont commencer sur cette thématique-là et donc qui permettent de contribuer à la réduction de la pression des activités sur un habitat qui est l'herbier dans ce cas-là. Et la dernière, donc, c'est la réduction des pressions de ces activités sur la qualité de l'eau. Diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'on a mis en place cette enquête, dont l'objectif est de recueillir des informations à la fois sur les profils des plaisanciers, leurs pratiques de navigation et de mouillage dans le parc, leurs équipements et leurs pratiques en lien avec les eaux usées, et également leur connaissance du parc naturel marin et de ses enjeux. Alors, je précise que, après concertation avec Gonel, notamment avant l'été, on a décidé de ne pas intégrer dans ce travail la thématique du carénage, puisqu'elle était portée donc, par l'enquête qui nous a présentée en fin de matinée. Et donc, nous, en fait, on a contribué juste à la diffusion de cette enquête, notamment sur notre territoire. J'ai l'impression que ça a plutôt bien marché, vu que j'ai vu sur les cartes de tout à l'heure qu'on avait un taux de réponse qui était plutôt important. Et donc, plus précisément, notre enquête, elle va permettre d'alimenter nos réflexions sur les objectifs concernant la réduction des pressions de la plaisance sur la qualité de l'eau, et notamment par rapport au développement des équipements des embarcations en termes de cuves ou de systèmes de traitement des eaux noires, et aussi également en termes de développement des produits qui sont utilisés par les usagers, donc ici notamment par l'entretien des navires, et qui serait plus vertueux que d'autres. Donc, avant de mettre en place des mesures de gestion, qui ici seraient notamment sur de la valorisation des bonnes pratiques par la sensibilisation, il nous fallait avoir un état zéro, donc en fait, quel est l'état de ces pratiques, de ces équipements dans notre parc naturel marin. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Donc, au niveau de la méthodologie, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui a été mis en œuvre en 2021. Il y a une première phase préparatoire de construction du questionnaire.
On a recruté donc 2 enquêteurs, puisque les enquêtes, on les a fait principalement en face à face, c'est-à-dire que des enquêteurs cet été allaient directement sur les pontons à la rencontre des plaisanciers pour leur poser des questions et pour discuter avec eux. On a complété certaines réponses par la passation du questionnaire en ligne sur l'automne, là, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas fini de totalement traiter ces données-là. Et puis là, on est bien sûr donc, dans la phase de traitement et d'analyse sur la fin de 2021, et puis on sera sur de la valorisation, c'est-à-dire la diffusion des résultats à partir là d'ici la fin de l'année, et puis surtout au début de l'année prochaine, avec le calcul de certains indicateurs. On a récolté 1130 questionnaires en face à face, donc c'est quand même un chiffre qui est important au regard de la capacité d'accueil en termes de nombre de places dans le parc qui est de 17 000, avec principalement le recueil de questionnaires dans les grands ports de notre espace, donc notamment le port des Minimes à La Rochelle, presque 5 000 places, où on a fait plus de 450 enquêtes. Et puis l'ensemble une dizaine d'autres ports avec une capacité d'accueil assez importante. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, en termes de résultats, les premiers résultats que je pourrais vous montrer sont en fait l'échantillon que l'on a enquêté. Donc d'abord, c'était une enquête qui était en plein été, sur les 2 mois en fait, juillet et août. Et donc on a un échantillon de population enquêtée qui est grosso modo de moitié de résidents principaux et moitié de résidents non principaux, donc 45% de résidents principaux et puis des résidents secondaires et des touristes. On a une population des personnes qui ont été enquêtées qui est assez classique en fait lorsqu'on fait des enquêtes auprès des plaisanciers. D'ailleurs, je crois que Gwenaëlle ce matin nous a présenté des résultats qui étaient à peu près similaires, avec une population qui est assez âgée. Et puis là où c'est aussi assez important pour nous, voire très important, notamment sur ces problématiques, on a remarqué que un tiers des plaisanciers que l'on a enquêtés étaient membres d'une association ou d'une fédération professionnelle en lien avec la mer. Et que dans ces un tiers de personnes, en fait, c'était principalement des personnes qui étaient membres de l'association de plaisanciers. Donc en fait, ça réaffirme le fait que, notamment nous sur notre territoire, on a un réseau associatif pour la plaisance qui est dense, et donc ça confirme le fait que c'est vraiment des interlocuteurs privilégiés. Est-ce que je pourrais avoir diapo suivante, s'il te plaît? En termes de pratique de navigation, très rapidement, là vous avez une carte un peu plus importante de l'ensemble du parc, donc c'est ce qui est encadré en orange. Et donc, vous avez la représentation des parcours qui ont été déclarés par les plaisanciers lors de l'enquête. Donc, on leur demandait de dessiner sur une carte leur parcours. Et donc, on distingue bien, comme je vous l'ai dit, les 2 gros bassins de navigation, avec le bassin de navigation au nord qui paraît plus dense, mais c'est aussi parce qu'on a fait plus d'enquêtes là-bas. Et puis, surtout, des trajets, des parcours assez bien identifiés. On part de La Rochelle, on va sur le nord de l'île de Ré. Il y a le transfert, bien sûr, avec le nord du parc, les ports en Vendée, et notamment les Sables d'Olonne qui sont juste au-dessus. Il y a aussi tous les parcours à la journée au milieu des Pertuis, l'île d'Aix, qui est vraiment la sortie classique à la journée. Et puis au sud, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, c'est un peu pareil. Il y a le phare de Cordouan, l'escale vers le phare de Cordouan, le mouillage vers le phare de Cordouan, qui est un parcours assez plébiscité. Donc ça, c'était des choses dont on avait déjà une idée, mais en tout cas, cette enquête permet de le confirmer. Et puis, en termes de pratique pure, nous, les personnes qu'on a enquêtées, la pratique principale, qui était la plus citée, c'est la promenade en mer à la journée, devant les activités de pêche, et puis la croisière sur plusieurs jours. Diapositive suivante, s'il te plaît. Merci. Et donc là, on en arrive à quelques résultats. Donc l'enquête est assez dense. Il y a une trentaine de questions de base qui peuvent amener à d'autres questions. Donc les thématiques abordées sont assez nombreuses. Mais en tout cas, là, une petite sélection de premiers résultats bruts, si je puis dire. En termes d'abord par rapport à la thématique des moteurs qu'on a dans le parc. On n'avait aucune idée de savoir quels étaient les types de moteurs qu'on avait. On a un objectif à 15 ans dans le plan de gestion qui est de favoriser les moteurs qui seraient les moins impactants pour le milieu naturel, mais en fait on ne savait pas où on en était.
Donc, on a essayé de questionner les plaisanciers sur ce sujet. En termes de type d'embarcation, nous, ce qu'on a identifié, c'est une majorité de personnes enquêtées qui avaient un bateau, une embarcation à voile. Alors là, effectivement, les chiffres ont sauté, mais je les ai devant les yeux. C'est soit 60% ou 40%. Alors, il faut savoir que dans le parc naturel marin Suir-Gironde mer des Pertuis, on a une proportion de bateaux à voile qui est un petit peu plus importante que la moyenne nationale. Et notamment, par exemple, si on prend le port des Minimes, je crois qu'il y a la répartition, c'est 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers de bateaux à voile au port des Minimes contre 1 tiers de bateaux à moteur. Donc, en fait, cette distinction-là n'est pas étonnante. En termes d'années de mise en marché des moteurs, on partait de l'hypothèse que plus le moteur était ancien, plus potentiellement il pouvait aussi avoir un impact sur les milieux parce qu'il pouvait être en moins bon état ou rejeter plus d'hydrocarbures dans le milieu. Donc, ce que l'on remarque, c'est pour ça qu'on a posé cette question-là, et ce que l'on remarque, c'est que 40% des moteurs ont moins de 10 ans, donc quand même, le parc de moteurs est quand même assez récent, et 23% ont plus de 20 ans. Donc, c'est quand même une répartition qui, à ce stade, nous paraît assez faible. En termes de type de moteur, alors là, c'était un petit peu compliqué, parce qu'à la base, nous, on partait avec l'idée, voilà, il y a les moteurs 4 temps, les moteurs 2 temps, et puis les autres. Et puis, en fait, en faisant des tests, on se rendait compte que les plaisanciers, soit ils ne le savaient pas, ça arrive, soit ils nous disaient, moi, mon moteur, c'est un diesel. Voilà, donc on n'avait pas plus de précision que ça. Ou alors, moi, mon moteur, c'est un 2 temps à injection. Donc, en fait, on a relevé pour le moment toutes ces catégories. On va sûrement y retravailler. Mais ce que l'on remarque, en tout cas, c'est que la majorité des moteurs, des moteurs que possèdent les plaisanciers qui ont été enquêtés, sont des moteurs 4 temps, et le moteur 2 temps est très, très minoritaire. Diapo suivante, s'il te plaît. En termes d'équipement pour la rétention, il y en a une de trop, merci. En termes d'équipement pour la rétention des eaux usées, ce que l'on remarque, c'est que, en gros, on a 1 tiers des bateaux, des plaisanciers qui ont déclaré avoir disposer de cuves de rétention des eaux usées sur leur bateau. Sachant qu'il y en a un autre gros tiers il y en a un quart qui aussi ont déclaré ne pas. Alors là, il y a pas mal de choses qui ont sauté sur le diaporama par rapport à ce que je vous ai envoyé, je pense. Mais en bleu, sur le premier camembert, en bleu clair, c'était les personnes qui ont déclaré qu'ils n'avaient pas de toilette à bord. Donc en fait, effectivement, s'ils n'ont pas de toilette à bord, ils n'ont pas à avoir de cuve de rétention d'eau. Et donc, par contre, il y en avait 38%, donc ça, c'est le bleu foncé. Qui avaient des toilettes à bord, mais qui ne disposaient pas de cuve. Et là où c'est très intéressant, et nous, ça, c'est vraiment un axe de réflexion pour nous qui nous paraît vraiment intéressant, c'est que sur les plaisanciers qui disposaient de cuves de rétention à bord, de systèmes en tout cas pour retenir les eaux usées et les eaux noires, il y en a une petite partie qui ont déclaré que c'est eux qui avaient fait installer, après l'achat du bateau, ce système-là, ce qui représente 7% de l'ensemble de l'échantillon total. Et donc ça nous paraît être un élément important. Ça montre que il y a une partie des plaisanciers qui ont ce souci-là et qui ont fait installer ce type de système. Enfin, sur cette thématique-là, on peut aussi parler, et tout à l'heure j'ai vu effectivement un commentaire lors de la présentation de Rachel sur cette thématique-là, on se posait la question aussi de savoir si les plaisanciers utilisaient les systèmes de pompes qui existent dans certains ports, notamment les gros ports et notamment ceux qu'on a enquêtés, qui sont quasiment tous équipés. Et donc là, par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a 60% des plaisanciers qui ont déclaré avoir des cuves de rétention, qui nous ont dit qu'ils n'utilisaient jamais, voire rarement ces systèmes-là. Et c'est vrai que quand on leur en parle, d'après les remontées de terrain que j'ai, ils nous disent que soit c'est pas disponible, soit ça présente une technicité un peu trop importante, on ne sait pas si on va y arriver, etc. Donc en fait, il y a sûrement encore une marge de progression à faire pour promouvoir l'utilisation de ces systèmes-là. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Et enfin, le dernier élément que je vous présenterai sur cette enquête aujourd'hui, c'est sur les types de produits qui sont utilisés à bord. Effectivement, nous, ce qu'on a identifié, ce qui a été en tout cas identifié dans le plan de gestion, c'est que on souhaite développer le fait que les plaisanciers utilisent plus des produits
qui soient biodégradables. Et donc, on a posé cette question-là aux plaisanciers. On leur a posé la question de savoir s'ils utilisaient des produits biodégradables. Donc, une majorité ont répondu que oui. Et sur ces 56% qui ont répondu oui, eh ben, il y en a une bonne partie qui ont déclaré ou qui nous ont même montré lors de l'enquête les produits qu'ils utilisaient. Et ces produits étaient disposés parfois d'écolabels européens. Donc, on en avait identifié 3, hein, l'écolabel européen, l'Écocer et NF Environnement, qui sont des vrais labels qui sont considérés comme étant qui remplissent en tout cas le cahier des charges biodégradables. Par contre, une majorité quand même des plaisanciers n'avaient pas identifié forcément le type de label qu'ils ciblaient ou qu'ils utilisaient. Au total, sur cette dimension-là, on a quand même identifié que 17% des plaisanciers qu'on a interrogés utilisaient au moins un des écolabels qui sont généralement plébiscités. Diapo suivante. Et voilà, et donc pour finir, sur cette courte présentation de premiers résultats qui sont encore très partiels hein, et sur lesquels il faut encore qu'on travaille, bah nous, notre enquête, elle nous a permis de récolter de nombreuses informations qui permettent de mieux caractériser les pratiques de plaisance. Ça, c'est clair. Et sur la thématique en lien avec la qualité de l'eau, on a des choses qui vont nous permettre aussi d'alimenter vraiment les réflexions sur les mesures de gestion qui vont pouvoir être mises en place et sur l'évaluation aussi de nos objectifs. C'est-à-dire que si on fait cette enquête-là dans 5 ans ou dans 10 ans et qu'on voit que la part des plaisanciers qui utilisent des écolabels, par exemple, a fortement augmenté, là, on pourra dire qu'on est allé dans le bon sens par rapport à nos objectifs. Néanmoins, et ça, c'est faut quand même pas l'oublier, on est dans le cadre d'une enquête, on se base sur des choses qui sont déclaratives, et puis sur parfois des choses qui sont aussi assez peu connues ou mal comprises, à la fois par les plaisanciers, et même aussi parfois par nous. Hein. C'est vrai que parfois les plaisanciers nous montrent des choses, nous parlent de certains équipements qu'on ne connaît pas. Typiquement, là, je ne vous ai pas montré ces résultats-là, parce qu'ils ne sont pas encore vraiment finalisés, mais sur les équipements type Econable, l'utilisation de papier absorbant, on a posé ces questions-là aux plaisanciers. Alors, je confirme qu'il y en a très peu qui connaissent aussi et qui les utilisent, mais parfois, il y en a aussi qui ne les connaissent pas et qui ne les connaissent pas alors qu'ils l'ont sur leur bateau. Voilà, les Econables, maintenant, il y en a sur des bateaux neufs, il y en a sur pas mal de bateaux neufs. Voilà, donc en fait, c'est quand même une thématique qui est assez compliquée à aborder par enquête. Et c'est vrai que ça serait beaucoup plus simple, par exemple, qu'on puisse avoir des retours, des ventes des principaux constructeurs pour essayer de suivre l'évolution, en tout cas, de ces pratiques-là. Pour finir, oui, pardon. Ouais, pour finir, on a un rapport qui va être disponible en début d'année prochaine. Et puis, juste la diapo suivante, si pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du Parc naturel marin. Et on a également ce qu'on a appelé un plan de gestion dynamique, donc un site cartographique où on diffuse pas mal de résultats et où des résultats de cette enquête vont être diffusés prochainement. Voilà. Merci beaucoup, Valentin. Très intéressant de pouvoir mettre en lien les équipements du bord, effectivement, avec les usages. Alors, effectivement, petite rectification sur les bateaux neufs. Il y a des systèmes anti-débordement à l'avitaillement. À nouveau, hein, on voit que comme ligne, comme fil rouge qui se dégage l'information comme quelque chose d'intéressant, mais ces résultats sont plutôt encourageants. Et puis, dans la logique de la réglementation de la prévention de la pollution par les déchets des bateaux de plaisance, on a vu les règles de rejet, les équipements, les usages. Et donc, je vais laisser la parole à Véronique Tourelle et Anne-Sophie Cassan sur la partie, la troisième étape finalement de ce système, qui est les installations portuaires de réception et tout ce qu'on va pouvoir trouver dans l'infrastructure portuaire qui va bien au-delà. Donc Véronique, Anne-Sophie, je vous laisse la parole. Merci Rachel, bonjour à toutes et à tous. Véronique Tourelle-Clément, déléguée générale de l'Union des ports de plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur et Monaco. Je suis en binôme et on fera l'intervention à deux voix avec Anne-Sophie Cassan, qui est donc la déléguée générale de l'Union des villes portuaires d'Occitanie
Et donc, moi, je suis la créatrice de la certification port propre. Alors, attention, j'en suis la créatrice, mais on l'a donnée à AFNOR et nous n'avons plus aucune action dessus, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle objectif excellent fait par des auditeurs AFNOR. Voilà. Et donc, Anne-Sophie Cassan développe aussi port propre en Occitanie. Et je vais vous dire ce qu'est la démarche et ensuite la certification port propre. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, port propre, comme je vous l'ai dit, donc c'est une certification AFNOR, donc Agence française de normalisation, et c'est une certification européenne. Et cette certification, elle est faite pour atteindre une excellence environnementale en matière de gestion des déchets et de rejet des effluents dans les ports de plaisance, mais aussi dans les ports qui peuvent être mixtes, pêche, plaisance, commerce, plaisance, etc. Pour faire la certification port propre, effectivement, il faut d'abord faire un certain nombre d'équipements. Et donc, c'est une certification, je vous l'ai dit, et il y a donc un référentiel avec 17 éléments à remplir, à cocher, etc., à faire comme il faut pour le gestionnaire de port. Et pour obtenir la certification, donc, on peut faire une démarche en 5 étapes et ensuite demander son audit de certification. Pour info, que port propre est la seule certification spécifique au port de plaisance. Alors, on l'a mis européenne, mais comme on fait du benchmark régulier, je peux vous dire aussi que c'est la seule certification spécifique au port de plaisance qui est au monde. Hein, voilà. Donc, on a cette chance-là d'avoir créé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la travailler sur l'ensemble de la France, que ce soit en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie, mais aussi en Bretagne, parce que j'ai vu qu'il y avait ma collègue déléguée générale de l'association des ports de Bretagne. Donc, on a créé ce réseau de formateurs et d'accompagnateurs des gestionnaires de ports au sein des unions des ports de plaisance et du coup, c'est développé dans la France entière. Et bien sûr, on le développe aussi à l'Europe sur les autres ports européens. Néanmoins, pour ça, on manque un peu de bras, mais néanmoins, on s'y emploie. Si vous voulez bien passer à la slide suivante. Alors, je vous ai dit, avant d'aller à l'audit de certification, c'est comme quand on passe le bac. Hein, on fait d'abord une année de terminale et puis après, on va passer le bac. Et donc, voilà, je prends ce parallèle qui permet à tout le monde de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Et donc, sur la démarche port propre, c'est une démarche en 5 étapes. Et la première étape, c'est effectivement l'étude diagnostique. Et le plus important, qu'on retire finalement la substantifique moelle de l'étude diagnostique, ça va être le plan d'action. Alors, cette étude diagnostique, en général, on l'a fait réaliser par un bureau d'études objectif. Voilà. Ensuite, on fait attention au périmètre, hein, parce que le périmètre d'un port, ce n'est pas seulement le port et le domaine portuaire. Ce qu'on va étudier, c'est en fait les pollutions générées par le port, mais les pollutions reçues par le port. Donc, si vous voulez, le périmètre de l'étude, il est très, très étendu. Enfin, après, tout dépend dans quelle région on fait ces études-là, mais en général, le bassin versant, il est en général assez conséquent. Et puis aussi, on va étudier la zone marine proche. Donc, vraiment, ce périmètre d'études très étendu est essentiel. Ensuite, bien évidemment, on va identifier les sources de pollution qui sont générées par l'activité portuaire, mais aussi qui sont subies. Et on fait un plan d'action. Et ce plan d'action, pourquoi on le fait? Parce que ça va nous permettre de découler en fait l'ensemble des évolutions, des infrastructures à créer, des actions à mettre en œuvre, etc. dans le port. Donc, la deuxième étape, c'est bien évidemment de regarder et voir de mettre en œuvre des moyens de lutte contre les pollutions chroniques. Alors, quand je dis pollution chronique de l'activité dans un port de plaisance, c'est évidemment les eaux de carénage, les déchets spécifiques liés à l'activité de maintenance des embarcations. C'est aussi évidemment les eaux noires, les eaux grises, les déchets ménagers, donc en fait toutes les pollutions récurrentes. Il faut aussi mettre en œuvre tout ce qui est les moyens de lutte contre les pollutions accidentelles. Et ça, effectivement, on n'est pas à l'abri qu'un jour, le plus gros bateau du port qui avait justement le plein dans son réservoir coule. Et donc, il faut avoir les moyens de lutte, il faut avoir les procédures pour le faire, il faut avoir un entraînement, etc. Donc, tout ça doit être formalisé et surtout doit être mis en œuvre très, très rapidement quand ça arrive.
On fait aussi attention aux consommations d'eau et aux consommations d'énergie. Et pour ne rien vous cacher, on est en train aussi d'être dans la prospective sur comment maîtriser l'eau, comment maîtriser l'énergie, voir comment trouver des énergies plus vertes, etc. La quatrième étape, c'est bien évidemment la formation des personnels portuaires à ces démarches environnementales. La formation du personnel portuaire aussi à la sensibilisation des usagers du port. Alors, quand je parle des usagers du port, je parle des plaisanciers, mais pas que. Dans un port, on a peut-être 500 plaisanciers, parce qu'on a à peu près 500 bateaux, voilà. Mais il y a leurs familles sur les quais, puis il y a surtout les 10 000 personnes qui sont dans la ville et qui viennent se promener sur les quais du port. Et ces gens-là, il faut aussi pouvoir leur dire que le port est dans une démarche environnementale, comment on l'appréhende, etc. Et donc, on travaille sur des techniques de communication extrêmement pointues, en fait, pour rendre tout ceci attractif et positif. J'allais dire, la protection de l'environnement, c'est aussi quelque chose qu'il faut rendre positif. Ce n'est pas des contraintes, ce n'est pas que du négatif, c'est au contraire quelque chose de très positif et on peut avoir un engouement pour ça. Et ensuite, bien évidemment, ce personnel en 5e étape qui est formé, il va sensibiliser les usagers. Et donc, comme je vous disais, les usagers du port sont multiples. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc on en est arrivé, on fait nos 5 étapes qui sont là extrêmement résumées et condensées, voilà, pour les ports de plaisance. Et ensuite, on en arrive à l'audit de certification port propre. Alors, c'est un audit classique, c'est l'audit d'une norme, c'est-à-dire que sa durée de validité, elle est de 3 ans. Par contre, elle est bien évidemment contrôlé tous les ans. Vous avez là le logo port propre certifié par AFNOR Certification. Donc, vous pouvez reconnaître les ports certifiés à ce logo-là. Alors, attention, les ports qui sont dans la démarche ont le logo port propre, mais en dessous, il n'y a pas certifié par AFNOR Certification. Et évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, donc on se retrouve avec une certification qui est bien évidemment adaptée au port de plaisance. Pourquoi on l'a créée? Parce que des certifications environnementales généralistes, il y en a. Il nous en fallait une adaptée au port de plaisance avec des équipes portuaires qui sont multitâches, où il y a 4 personnes en moyenne dans un port, etc. Donc, toute cette approche, il fallait la matérialiser pour bien comprendre qu'une certification pouvait s'adapter à un port de plaisance. Ensuite, on veut être dans l'excellence environnementale. Évidemment, sur le plan national et sur le plan régional, il y a des aides financières possibles qu'on a négociées, qu'on voit régulièrement avec l'ensemble des institutions. On propose aussi des supports de communication. Et puis, bien évidemment, comme dans toute norme et norme de qualité, on est sur une logique de progrès et d'amélioration. Voilà, donc vraiment tout ceci pour vous dire qu'on a vraiment pensé cette norme avec les gestionnaires de port et pour les gestionnaires de port, mais tout en ouvrant à bon nombre d'associations environnementales, à bon nombre d'institutions, à bon nombre aussi d'entreprises qu'on a consultées, etc., pour tirer vers le haut cette excellence environnementale, que ce soit faisable, effectivement, mais qu'on soit toujours dans cette excellence. Voilà, donc moi, je pense que je vous ai présenté, si vous voulez, la partie plus théorique. Je vais laisser maintenant la parole à Anne-Sophie Cassan, qui va vous dire où on en est sur la France et ensuite faire un zoom sur les ports d'Occitanie. Merci. Donc Anne-Sophie Cassan, la déléguée générale de l'Union des villes portuaires. Donc, moi, je suis beaucoup plus récente dans ce réseau de la plaisance. Donc, je suis arrivée en 2019. Alors, je vais vous demander de passer au slide suivant pour parler de l'Occitanie. Voilà, donc quand je suis arrivée à l'UVPO avec les administrateurs, on a identifié les actions prioritaires à mener ensemble. Et donc, la certification port propre est devenue pour nous une évidence et une priorité, d'autant plus que Véronique Tourelle mettait en place un réseau de formateurs dans toutes les unions régionales. Donc, dans cette intervention, on doit parler aussi des facteurs qui favorisent l'accélération et l'engagement
l'engagement des ports de plaisance. Donc, c'est sûr que dans une union, quand le ou la délégué est capable de former également le personnel des ports de plaisance, c'est quelque chose de très positif. Donc, en Occitanie, il y avait quelques ports seulement qui étaient labellisés, donc certifiés, pardon, principalement autour du bassin de Thau, puisque c'est un secteur donc fragile, avec une activité de conchyliculture. Et le conseil départemental de l'Hérault, qui a l'autorité portuaire donc, sur certains ports, hein, mixte, plaisance et pêche et conchyliculture, donc avait déjà identifié cette certification donc, pour engager les ports vers une démarche environnementale. Hein. Autre facteur très favorable, hein, c'est tous les ports de plaisance qui ont des projets d'aménagement donc à vocation environnementale ont pu bénéficier d'aides, donc un périmètre qu'on a pu élargir hein, à partir de 2019 sur les types d'investissements et avec une bonification donc, qui était accordée pour ceux qui s'engageaient dans la certification port propre. Et là, on franchit un cap, hein, c'est qu'à partir de 2022, la région Occitanie, c'est vraiment des discussions très récentes, donc ne soutiendra financièrement que les ports qui sont engagés dans la certification port propre. Donc, si on veut avancer sur des investissements dans l'environnement, il faudra donc démarrer la démarche, c'est-à-dire à minima réaliser l'étude diagnostique et démarrer donc de former le personnel. Un autre point très positif donc, pour dynamiser cette démarche en Occitanie, c'est l'appui du parc naturel marin du golfe du Lion. Je ne sais pas s'ils sont présents à cette journée, probablement. Et donc, quand je suis arrivée, on a pris contact. Il y avait un groupe de travail sur la plaisance qui n'avait pas encore démarré de grandes actions. Et donc, de concert, nous avons donc déployé donc la certification port propre donc à l'échelle du périmètre du parc naturel marin, c'est-à-dire il y a 10 ports hein, qui sont concernés donc de Port-le-Cat dans l'Aude jusqu'à Cerbère, donc à la frontière donc avec l'Espagne. Et donc le parc marin a d'abord donc proposé donc un appui financier très fort sur la réalisation d'une étude diagnostique. Et également, cette année, donc, le soutien sur certains types d'investissements. Donc, aujourd'hui, c'est 8 ports donc, sur 10 hein, qui sont engagés sur le périmètre du parc marin. Et donc, au niveau de l'Occitanie, hein, donc, 7 ports actuellement qui sont certifiés, mais 15 qui sont engagés, ce qui représente quand même la moitié des ports maritimes. Donc, on est sur la bonne voie, même si on n'est pas encore sur les chiffres de nos voisins de région PACA. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, alors, quels sont les freins pour que les ports donc, puissent s'engager ? Donc, on est dans une période où il y a des grands programmes de rénovation sur les ports de plaisance. Hein. Les ports, selon leur emplacement, ont 30, 40, 50 ans. Donc, ils ont des projets d'investissement à plusieurs années, voire même sur 10 ans hein, pour certains, qui vont complètement se moderniser, se requalifier. Du coup, ils ont un échéancier de travaux qui est prévu, et notamment donc, des travaux qui sont nécessaires pour obtenir la certification port propre. Donc, c'est pour ça que le rythme des certifications ne va pas aussi vite que le rythme des ports engagés. Donc, je compte bien, là, dans les 2-3 prochaines années, que nous aurons voilà, au moins 15 ports certifiés quand ils auront terminé leurs travaux. Alors, parfois, il y a certains points bloquants. Hein, donc, il y a des équipements qui sont obsolètes. Il y a également des équipements qui existent, mais qui, en termes de pratique, ne sont pas encore totalement maîtrisés. Hein. Je pense aux points propres. Selon la dimension des ports, hein, certains ont mis en place des mini-déchetteries, mais qui ne sont pas utilisées uniquement par les plaisanciers. Hein. Ça peut être par les riverains, ça peut être par des professionnels de proximité. Et du coup, ces équipements ne donnent pas encore la satisfaction qui est nécessaire.
Voilà. Et concernant également une particularité de l'Occitanie, c'est que nous avons des voies fluviales importantes avec le canal du Midi et le canal du Rhône à 7. Donc, c'est 2 voies où il y a à peu près une trentaine de ports. Donc, ce sont des petits ports, hein, les ports fluviaux, des ports qui ont des petits moyens financiers et des moyens humains qui sont souvent assez restreints. Donc, comme l'a présenté Véronique, cette certification port propre, c'est un vrai challenge, hein, c'est un engagement sur plusieurs années en termes de plan d'action à mettre en place et parfois des investissements. Donc, sur le fluvial, pour l'instant, on n'a pas de ports fluviaux qui sont engagés dans cette démarche. J'ai vu tout à l'heure dans le fil de conversation, on parlait du label Pavillon Bleu qui est effectivement aussi une démarche environnementale. Et les ports fluviaux, donc, se sont dans un premier temps plutôt rapprochés du label Pavillon Bleu, qui est une démarche, on va dire, moins lourde, hein, enfin en tout cas plus simple à obtenir. Et donc, on espère, et je sais que Véronique Tourelle fait son maximum auprès de l'AFNOR, donc peut-être voir une solution pour un audit adapté au fluvial, avec un prix aussi qui est conséquent pour le budget d'un port fluvial. Voilà, moi j'ai terminé donc la présentation sur l'Occitanie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si Véronique veut compléter. Oui, je vais. Alors, Anne-Sophie, je ne vais pas compléter parce qu'elle était très complète et je t'en remercie. Simplement, donc, je voyais dans le fil des questions que Madame Coraline Jabouin souhaitait évoquer port propre actif en biodiversité. Alors, effectivement, comme nous avions un temps de parole restreint, on avait fait un focus sur port propre. Mais bon, je vois Rachel qui sourit, donc je vais me permettre. En fait, c'était la demande. Hein. C'était pas de votre faute. Hein. On avait voilà. Donc, c'était votre demande, effectivement. Mais oui, donc il faut savoir qu'en 2018, on a remis ça parce que, bien évidemment, la certification port propre, elle a beaucoup de succès et on en est ravis. Et on voulait trouver une suite, en fait, parce que les ports qui ont fait la certification port propre maîtrisent leur rejet, mais aussi s'intéressent de plus en plus à la biodiversité et à remettre de la biodiversité dans le port et finalement à retrouver le rôle qu'a le littoral de protecteur de la biodiversité et en fait de captation notamment des alevins, etc., pour leur permettre de grandir. Et on avait beaucoup de chercheurs et d'entreprises qui nous proposaient des choses hyper intéressantes. Et donc, on a commencé à travailler sérieusement ce sujet-là. Les ports s'en sont emparés. Et finalement, en 2016, on a commencé à créer une autre certification qui est la suite logique et optionnelle de port propre qui s'appelle port propre actif en biodiversité. Et où là, les ports, s'ils souhaitent s'engager dans cette certif, déjà, il faut qu'ils soient certifiés port propre et ensuite, qu'ils fassent des actions en faveur de la biodiversité marine, mais aussi de la biodiversité terrestre, hein, parce qu'on souvent, on focalise sur l'aspect marin. Néanmoins, dans les ports, on a aussi des terre-pleins, de la végétation, etc., puis il y a aussi des ports à sec. Donc, cette certification, elle marche aussi très, très bien. Et Anne-Sophie, qui est donc encore à l'écran, et Rosane Tanguy, déléguée générale de l'Association des ports de Bretagne, qui nous écoute et qui en tant qu'invitée comme nous aussi, peut le témoigner. Elle prend aussi beaucoup d'ampleur et c'est vraiment avec un grand enthousiasme que les ports de plaisance se lancent dans cette certification port propre actif en biodiversité. Et on y voit aussi des équipes portuaires hyper motivées et des plaisanciers qui sont très fiers que leur port soit certifié port propre et certifié port propre actif en biodiversité. D'ailleurs, si vous pouviez activer peut-être la caméra et le micro de Rosane Tanguy, ce serait bien parce que elle pourrait compléter sur une autre façade maritime, si c'est possible. Oui, donc effectivement, j'ai activé ton micro, Rosane, et on me propose de réagir et de prendre la parole, puisque vous êtes impliqué là-dedans, et puis certains ports locaux ont engagé cette démarche. Par contre, comme sur les autres thématiques, on va plutôt poursuivre les échanges en fin de thématique. Et donc, il y a notamment Patrick Pouline qui doit intervenir. Enfin, je te relaisse la main, Rachel, mais ce n'est pas pour te couper la parole, évidemment, Rosane, mais on va te donner le temps dans les temps d'échange pour revenir là-dessus éventuellement. Oui, merci beaucoup. On constate un vrai succès de cette certification avec
avec une extension territoriale très intéressante. Et effectivement, là, on a un vrai développement sur la façade Manche Atlantique. Donc, on pourra échanger davantage juste après la présentation de Clarence. Et donc, je voudrais laisser la parole à Patrick Pouline du Parc naturel marin d'Iroise, qui va nous expliquer un petit peu quel dispositif il a mis en place justement pour accompagner les ports du territoire du parc dans cette démarche de certification. Du coup, si je peux me permettre quand même d'intervenir avant l'intervention de Patrick Pouline, de Grosen-Tanguy. Donc, je suis l'homologue de Véronique et d'Anne-Sophie en région Bretagne. Je ne vais pas intervenir longtemps parce que j'ai bien compris que le timing était serré. Mais effectivement, c'est bien l'association des ports de plaisance de Bretagne qui est chargée et qui s'occupe du déploiement de la certification port propre en Bretagne. Donc, on a commencé ce déploiement-là vraiment en 2017 et on est arrivé à 17 ports certifiés aujourd'hui, dont 3 ports propres actifs en biodiversité. Donc, c'est quand même effectivement un vrai succès et un engouement important de nos ports sur la façade bretonne. Et ligérienne, on a quand même encore au moins 25 ports qui sont soit engagés, soit intéressés par la démarche. Et puis, effectivement, dans le parc marin d'Iroise, il y a plusieurs ports qui sont certifiés ou en voie de certification. Et on travaille avec Patrick Pouline pour que, effectivement, dans le cadre de la charte port partenaire, le parc marin d'Iroise puisse aussi encourager la démarche et soutenir les ports pour qu'ils puissent aller vers cette certification. Voilà, je laisse. Bonjour Patrick, je te laisse compléter sur le parc marin. Merci beaucoup. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, oui, tout à fait. Okay. Les intervenants, vous pouvez laisser vos caméras allumées. Il n'y a aucun problème. Hein, c'est plus convivial. Vas-y, Patrick, et donc je fais défiler les slides. Merci du coup de nous permettre de présenter un peu le travail qui est fait ici en Iroise. Donc normalement, c'est ma collègue qui travaille dans la coordination que j'anime, la Eau et Pollution, qui présente ça. Normalement, c'est Nina Kudenek. Malheureusement, elle n'est pas là, donc je représenterai un petit peu son travail aujourd'hui. Du coup, l'objectif en fait au Parc marin d'Iroise, c'est d'avoir mis en place une charte port partenaire. C'était l'idée en fait de pouvoir aider les différents ports de ce secteur à travailler en réseau les uns avec les autres, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup avaient les mêmes problématiques et travaillaient un peu tout seuls de leur côté. Et cet objectif, c'était aussi de permettre de répondre aux objectifs du plan de gestion qu'on avait dans le parc marin, puisqu'on avait certains principes concernant la qualité de l'eau ou des enjeux liés en fait à la plaisance ou au port. Et on se rendait compte que dans cette démarche commune, c'était intéressant d'avoir du coup cette approche de charte avec l'ensemble des gestionnaires. Alors, si possible de passer à la slide suivante. Alors aujourd'hui, donc cette charte, elle existe depuis 2016 et l'ensemble des ports ou grandes zones de mouillage du parc ont signé en fait cette charte, c'est-à-dire 11 ports aujourd'hui. On souhaite d'ailleurs l'élargir maintenant en fait à des zones de mouillage secondaire qui sont peut-être plus restreintes, mais qui ont des problématiques, on va dire pas équivalentes, mais on va dire à une échelle moindre, en tout cas qui est importante pour nous, comme le carénage, comme également le suivi des déchets. Si on peut passer à la suivante. Voilà. Donc, c'est important parce que, en fait, on s'aperçoit qu'au niveau des différents ports que nous animons en fait, au niveau du parc marin, il y a vraiment une diversité dans ces ports-là, que ce soit aussi bien en termes de gestion, d'usage, d'équipement ou de moyens humains. On a la région, entre autres, qui, avec la loi NOTRe sur les enjeux de transport, chapeaute un certain nombre de ports, ceux des îles et puis celui du Conquet. On a également, pour tout ce qui est en fait des ports mixtes de pêche et de plaisance, on va avoir des CCI, des syndicats mixtes, des communes. Et puis pour la plaisance, on va avoir plutôt des communautés de communes, des communes. Ce qui fait que l'approche est différente
Et l'idée, c'est aussi de pouvoir bien tenir compte des impératifs des uns et des autres dans cette démarche. Alors, ça nous a amené du coup à réfléchir à une charte qui allait permettre de répondre à 7 enjeux différents qu'on va présenter dans la slide suivante. Alors, ces 7 volets sont le carénage, la gestion des déchets, les hydrocarbures, tout ce qui est en hygiène et sécurité, la pédagogie et sensibilisation pour avoir, entre autres, des panneaux de sensibilisation qui sont communs, le dragage et puis la maîtrise des consommations d'eau. Alors, lorsqu'un port signe cette charte, il s'engage en fait pour 8 ans, mais c'est non seulement un engagement du port, mais également un engagement du parc marin, parce qu'on va essayer dans cet engagement, nous aussi on s'engage à apporter du conseil, de l'accompagnement technique, mais également financier sur leur projet. Alors, en ce qui concerne la biorestauration et la biorémédiation, ça fera écho aux thématiques de port actif en biodiversité et des questions de qualité des eaux. Oui, très rapidement, c'était le 2e webinaire en fait, qu'on proposait cette année dans le cadre du programme. Sur une thématique, sur des thématiques qu'on a essayé de regrouper et qui avaient été identifiées dans le questionnaire ou le sondage plutôt aux gestionnaires d'aires marines qui participent au programme Econav, en leur demandant quelles thématiques les intéressaient par ordre de priorité, et étaient ressorties notamment ces notions d'impact, ces notions de biodiversité aussi, et puis ces notions de bio-inspiration. Alors, on a essayé, dans un temps qui est court, c'est 2 heures, ces webinaires, de grouper ces thématiques et en partant de ce sur quoi nous, on travaille à l'université, c'est-à-dire on est sans doute moins spécialiste de la biodiversité côté sciences du vivant que la plupart d'entre vous, et par contre d'amener un éclairage sur des techniques d'évaluation, sur des développements de solutions, notamment bio-inspirées, en se focalisant sur les impacts sur l'eau et puis sur les écosystèmes, et notamment les impacts générés par les microparticules de plastique, les plastiques et microparticules de plastique, qui peuvent être... alors évidemment, la plaisance n'est qu'un contributeur à cette problématique, mais quand on parle d'anti-fouling, on a bien vu que le relargage, les polluants en faisaient partie, et puis sur le transport d'espèces invasives également. Donc sur ce webinaire, vous trouverez, donc qui est disponible en ligne également, vous trouverez ces approches pour l'évaluation de la qualité des eaux, ou en tout cas de l'impact des microplastiques sur les eaux, des expérimentations et des tests, et des évaluations d'impact, notamment des molécules chimiques sur les eaux et les organismes. Et puis, en solution de remédiation, notamment un travail qui est mené, entre autres à l'université, mais pas que, d'utiliser et de cultiver, d'identifier et de cultiver des éponges marines pour stocker des polluants, donc on va dire filtrer les eaux, et puis aussi pour lutter contre la prolifération d'espèces invasives. Donc c'est une forme de développement de solutions bio-inspirées, et aussi de travaux autour du développement de matériaux. Alors ça rejoint un peu ce qui a été présenté par Christophe, mais dans d'autres applications ce matin, sur des matériaux biopolymères ou biocomposites, et qui peuvent aussi servir en tout cas être développés dans des applications de bioremédiation, de bio-restauration des écosystèmes, pour favoriser le développement d'écosystèmes. Et on parlait par exemple de structures béton ce matin. L'idée, c'est de développer d'autres matériaux et d'autres types de structures moins invasifs,
potentiellement qui sont à même de disparaître au fil du temps, au fur et à mesure que les écosystèmes se reconstituent. Merci beaucoup à tous. Et avant de passer aux échanges et aux réponses aux questions qui sont intervenues dans le chat, on va écouter Clarence Labbé qui va nous présenter voilà, une innovation digitale, une application. Donc, on est bien dans le domaine de l'innovation du bord. Elle va nous présenter un petit peu comment tout ça a pu se développer. Je vous invite donc à poser vos questions maintenant, pendant cette brève présentation. Merci. Bonjour à tous, donc Clarence Labbé, je travaille pour un programme européen porté par l'OFB qui s'appelle le Life Mara. Et c'est donc dans ce cadre qu'on a développé une application. En fait, on a répété plusieurs fois là dans l'après-midi qu'on a plein de choses à communiquer aux plaisanciers. Bah, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec cette application. En fait, on est parti du principe que la meilleure chose à faire pour communiquer auprès des plaisanciers, c'était de leur offrir un service et d'essayer de rendre les choses ludiques, les informations environnementales qu'on avait à leur transmettre de manière ludique. Et c'est donc ce qu'on a tenté de faire. Il y a un petit film normalement qui est prévu pour vous présenter tout ça en images. Merci beaucoup. Et donc, si on veut, on peut revenir à la présentation. On m'a demandé d'expliquer, bon, normalement, voilà, avec ces quelques images, vous avez vu à quoi ressemble l'application, hein, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Donc, on m'avait demandé d'expliquer comment cela a été possible. Alors, d'abord, cela a été possible grâce au gestionnaire d'aires marines protégées, alors au fonds de financement européen, pardon, pour commencer, qui a mobilisé l'OFB, comme je vous le disais, au travers du Life Mara. Et puis ensuite, l'intervention très importante des différents gestionnaires d'aires marines protégées. Donc, dans un premier temps pour la Bretagne, et maintenant, c'est les gestionnaires d'aires marines protégées du reste de la France métropolitaine qui sont en train de se mettre en mouvement pour fournir toutes leurs connaissances sur leur territoire aux utilisateurs de l'application. J'étais à la slide précédente sur le bilan, voilà comment cette expérimentation en Bretagne a été possible.
Donc, elle a été possible grâce au financement européen, aux gestionnaires d'aires marines protégées, et puis, bien sûr, aux utilisateurs. On n'était pas sûr de les rencontrer, et finalement, on les a rencontrés. Ils ont, si on affiche ce qu'il y a dessus sur la slide, on va pouvoir voir. Il faut faire défiler. Donc, c'était un peu le pari, c'était de voir si les utilisateurs seraient intéressés pour... voilà, merci. Seraient intéressés en fait pour télécharger l'application. Et oui, un questionnaire nous a permis de nous rendre compte que eh bien, ça leur a plu, que les informations étaient pertinentes. Et effectivement, sur la slide suivante, on va voir que l'extension est en cours de programmation. Donc là, cette fois-ci, c'est grâce à un budget à nouveau européen, mais pas le même, qui a été mobilisé par le CHOM. Et cette fois-ci, le déploiement se fait dans le cadre d'un projet un petit peu plus vaste qui va permettre notamment aux préfectures maritimes de mettre à disposition tous les géorèglements en mer, en fait, pour les plaisanciers. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Très bien, merci beaucoup Clarence. En tout cas, c'est un beau projet. Ça manquait parce qu'effectivement, l'information pour le navigant sur la zone dans laquelle il se trouve et les spécificités était une information qui manquait à bord et bravo aussi pour l'extension. On voit que donc, là, on est sur des fonds publics, sur des fonds européens. Et puis, un beau partenariat aussi, puisque c'est avec le CHOM que ça a pu se faire. Et c'était sans doute l'acteur avec lequel il fallait travailler. Vous allez travailler sur quelle zone, là, prochainement? Du coup, au début de 2023, normalement, l'application devrait être disponible pour toute la métropole et la Guadeloupe. Eh bien, bravo, bravo. Vous savez un petit peu combien de plaisanciers ont téléchargé l'application, l'utilisent pour cette première formule? Alors, au jour d'aujourd'hui, j'aurais du mal à répondre, savoir combien utilisent encore l'application. En tout cas, pendant la première saison, durant laquelle on a fait un petit effort de communication qu'on n'a pas renouvelé depuis, comme c'est pour l'instant une expérimentation qui est disponible que pour la Bretagne et que pour Android, pas encore pour Apple, ça exclut quand même une grande partie des usagers. Donc, c'est vrai que la communication n'est pas évidente. Et donc, la première saison, on a fait quand même un petit effort de communication de manière à avoir un groupe de testeurs, finalement. On a eu plus de 7000 téléchargements. Donc, c'était déjà un chiffre assez encourageant. Ok, très bien. Merci beaucoup et puis succès pour la version plus étendue alors, et bravo encore. On va pouvoir prendre un petit peu les questions qui ont émergé autour de cette table ronde et peut-être qu'il y aura des échanges entre les différents intervenants sur les conclusions de cette table ronde également. Stéphanie, tu as gardé un œil sur le chat. Oui, du coup, alors, tout d'abord, peut-être quelques témoignages, notamment de plaisanciers qui ont participé à nos échanges. Donc, alors, un témoignage sur les problématiques de l'équipement dans les ports, avec voilà, des problèmes parfois d'accès, mais qui ont été signalés aussi dans le cadre de l'intervention sur la certification port propre. On voit qu'effectivement, il y a encore du coup de l'amélioration à faire de ce côté-là, mais on voit qu'il y a une dynamique qui s'installe dans les ports, donc c'est important de le souligner. Également, quelques problèmes de nuisance sur certains dispositifs qui sont à bord, notamment, a priori, certains dispositifs de anti-débordement avec des problématiques de tuyauterie aussi, avec des nuisances olfactives. Donc ça, voilà, c'est un peu du remontée de terrain qui ont été soulignés. Je pense que c'est important de le dire. Un petit rappel aussi dans le chat sur le fait que on traite une problématique de pollution, mais c'est vrai qu'on dit souvent que on a 85% de la pollution qui vient de la terre, donc c'est aussi des choses qu'il faut qu'on replace dans le contexte, mais néanmoins voilà, chacun a sa part à jouer, et donc c'est voilà, le nautisme s'engage, on le voit aujourd'hui aussi dans une dynamique un peu vertueuse pour limiter ces rejets. Et sinon, sur les
questions un peu précises. Donc, il y a eu plusieurs questions sur la définition des eaux grises, notamment est-ce qu'il existe une définition réglementaire et notamment une question un peu précise sur est-ce que la Convention Marpol distingue les eaux noires des eaux grises avec un flou autour de cette question-là. Donc, si vous avez des réponses à apporter peut-être sur ce point précis. Et après, j'ai quelques autres questions. Merci Stéphanie. Peut-être sur la Convention Marpol, donc l'annexe 4, c'est vrai que dans sa version française, on est sur les eaux usées, mais si on la lit, on est vraiment sur des choses comme le sewage, donc on est vraiment sur les eaux noires. L'annexe 4 va aussi parler de choses pour les bateaux qui transportent du bétail, mais là, ça ne s'adresse pas à nous. Et la Marpol, elle parle des zones de nettoyage, si vous voulez, mais c'est dans son annexe 5, parce que entre les eaux noires, où on va être sur un problème sanitaire, et c'est pour ça qu'on retrouve les problématiques de transport de bétail sur cette annexe 4, et sur les eaux de nettoyage, on est sur un peu du déchet ménager, quelque part, et c'est pour ça que c'est l'annexe 5. L'annexe 5 ne va pas dire spécifiquement grey water, elle va parler spécifiquement du nettoyage de ponts et de ces choses-là, en fait. Donc, je vais laisser la parole sur l'accessibilité peut-être des installations portuaires. Véronique, vous vouliez peut-être dire un mot ? Merci Rachel. Alors d'abord, avant de parler des installations portuaires, je voulais revenir sur les eaux grises. Effectivement, peut-être que Marpol, en tout cas, voilà, selon les interprétations, néanmoins, après, dans l'exposé qu'a fait Rachel au pied levé et qui aurait dû être fait par Xavier Nicolas, et avec Xavier, on s'en parle souvent, il y a quand même dans le Code de l'environnement l'interdiction de déverser toute substance polluante dans un port et dans des eaux de surface. Donc, j'allais dire que Marpol le traite ou ne le traite pas, que ce soit des eaux grises ou des eaux noires, on est sur vraiment cette interdiction. Et du coup, vraiment, le fait de proposer des alternatives aux plaisanciers, aux usagers des ports de plaisance pour que justement ils puissent ne pas déverser. Et nous, on est toujours dans le positif, c'est-à-dire proposer des alternatives et interdire après, quoi. Voilà, ce serait à mon avis plus pédagogique et plus valorisant pour tout le monde de sortir par le haut de cette problématique. Ensuite, sur les installations, alors là, j'allais vous dire, moi j'ai lu aussi la question sur les ports amarrés. Je vais être un peu courte, hein, ça va être plutôt Rosane Tanguy qui a cette expertise-là. Voilà, sachant que moi, les ports amarrés, j'en ai vu, mais je ne les pratique pas. Mais quoi qu'il en soit, sur quand même les pompes à eau noire et à eau grise, il y en a effectivement dans les ports. Elles sont peu utilisées et on sait pourquoi, parce que les bateaux, ils ont des cuves à partir de 2008 et souvent on a des bateaux dans les ports qui sont plus anciens. Et ensuite aussi, nous, la solution qu'on préconise souvent, c'est plutôt un service d'aller chercher par un bateau-pompe dans les cuves des bateaux qui sont dans le port, plutôt que de leur demander d'aller vers la pompe. Après, il faut le temps d'adaptation, il faut le temps d'apprentissage, et on a de plus en plus de plaisanciers qui le font. Voilà. Rosane, si tu veux intervenir sur les ports amarrés et les problèmes de pompe à eau noire, voilà, je te laisse avec plaisir la main sur ton expertise des ports amarrés. Par rapport aux marées, je ne pense pas que ça change grand-chose sur les eaux noires et les eaux grises. Après, je te rejoins sur le fait que c'est pas mal d'emmener un bateau pour les eaux noires. Et là, il y a quelques projets, notamment un dans les Côtes d'Armor sur le fait d'avoir un bateau qui... c'est un bateau normalement de dépollution, mais qui va être aussi utilisé avec des cuves, de manière à pouvoir proposer ce service-là aux plaisanciers. Et à mon avis, ça aura un peu plus de succès que la pompe jusqu'à laquelle il faut aller, etc. Après, comme tu disais, il y a aussi tout un travail à faire autour de des pompes à eau usée, c'est-à-dire de la signalétique, le fait que ce soit gratuit, que ce soit bien expliqué en capitainerie, etc. C'est pas quelque chose d'hyper sexy, j'allais dire, quand même. Ça reste voilà, ça reste des eaux noires, donc c'est pas toujours je pense valorisé, et pourtant il faut que ce soit bien expliqué, bien sensibilisé, bien indiqué, et utilisé pour que la pompe elle reste aussi en état, quoi.
Voilà. Merci beaucoup. On en revient à l'information et à la communication, à la sensibilisation. Toujours. Ces aléas techniques. Donc, juste pour vous dire que oui, la charte port partenaire, elle permet de suivre en fait les gestionnaires de port sur ces différents volets qu'on a un petit peu exposés. Enfin, si vous avez entendu ça en tout cas sur le carénage, les problématiques de dragage, déchets, etc. Et un volet aussi, à ne pas rendre obligatoire la certification port propre, mais accompagne les ports dans cette démarche. Il y a un port effectivement qui est déjà certifié dans le parc marin. Il y en a 2 qui sont en cours d'élaboration actuellement. Et on accompagne en termes de conseils, mais aussi financièrement pour qu'ils puissent suivre ces formations sur la certification port propre. Et c'est pour ça qu'il y a eu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 8 agents des gestionnaires des ports en 2021 qui ont suivi cette formation port propre financée par le parc marin. Donc, on est dans cette démarche-là. On ne la rend pas obligatoire parce qu'on a aussi des petites zones de mouillage qu'on veut intégrer, qu'on veut aussi les aider à améliorer la qualité d'eau. Mais en tout cas, on a cette approche-là. Tout comme la formation aussi qui est apportée avec, entre autres, le CEDRE sur la lutte anti-pollution. Merci beaucoup, Patrick. Stéphanie, tu voulais ajouter quelques points, quelques remarques, sans quoi nous allons clôturer cette table ronde pour aller vers les conclusions de cette journée. Oui, je pense que pour les autres thèmes qui ont été abordés, on les traitera par écrit dans le compte-rendu. Il y avait notamment le signalement de quelques dispositifs existants sur la gestion des déchets à bord. Donc ça, on pourra vous les mettre dans le compte-rendu. Et du coup, je propose effectivement qu'on clôture cette table ronde. Merci beaucoup à nouveau aux différents intervenants et puis aux participants dans le chat qui ont été très, très actifs. Donc, merci pour l'interactivité. Et désolée pour la situation. On aurait vraiment aimé organiser cette journée en présentiel et avoir des interactions plus facilitées. Donc, j'espère en tout cas que cette journée vous a permis de disposer d'un panorama assez large, à la fois des écotechnologies et puis de tout ce qui peut avancer autour de la durabilité du nautisme, à la fois des recherches en cours, des évolutions réglementaires également, avec les éléments notamment sur le mouillage et sur également tout ce qui est lié à la responsabilité élargie du producteur. Avec les initiatives menées par l'APER, on a bien noté qu'il y avait un besoin particulièrement sur cette initiative de faire de l'information et de diffuser largement le travail mené par ce réseau. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment beaucoup appris et je pense qu'on voit vraiment l'intérêt de ces journées qu'on appelle interprofessionnelles, où l'expertise de chacun est vraiment utile. Et donc, bon, les prochaines, on tâchera de les organiser en présentiel. On va croiser les doigts très fort pour que cela puisse se faire. Moi, j'ai quand même noté quelques points qui me semblaient intéressants peut-être à reprendre en conclusion. Et puis, Gwenaëlle, si tu veux ajouter quelques mots pour l'UBS à l'issue, tu n'hésites pas. J'ai noté que toutes les initiatives de R&D qui avaient avancé avaient vraiment associé une expertise scientifique assez diverse. Donc, on voit plusieurs universités, plusieurs laboratoires qui se sont unis pour mener ensemble des expérimentations et souvent en lien, en partenariat public-privé. Donc ça, c'est vraiment un point important. On a pu voir le rôle aussi un peu catalyseur d'accompagnement que les pôles mers peuvent aborder. Donc, je pense que c'est sur nos thématiques, c'est sans doute un acteur intéressant pour nous aider en fait à travailler collectivement. On voit qu'on a effectivement encore pas mal de tests, d'expérimentation à faire, que ce soit sur les nouveautés concernant les anti-fouling ou encore sur l'innovation sur les lignes de mouillage, où on a encore des choses à faire, notamment sur la partie atlantique. Un point qui a été souligné aussi à plusieurs reprises, c'est la question de bien prendre en compte et d'appréhender les usages
notamment par rapport à la motorisation. Ça a été dit à plusieurs reprises, mais finalement, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, qu'on appréhende les usages du nautisme pour vraiment proposer des solutions techniques qui soient parfaitement adaptées aux différents usages. On a aussi la notion un peu de bassin de navigation, ou en tout cas de mener des projets à des échelles qui représentent quelque chose pour la navigation. Donc, on a vu qu'il y a des études vraiment à l'échelle de l'ensemble des flottilles du golfe du Morbihan, notamment, qui ont été menées, et cela permet d'avoir voilà, une vision un peu globale de ce qui se fait sur un bassin de navigation, et on voit que ça porte ses fruits. Il me semble que les aspects aussi sensibilisation, et donc c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a essayé d'engager cette année dans le programme de manière, enfin, en tout cas, on a voulu réfléchir un petit peu plus aux questions de communication et de transfert aussi des compétences, d'où aussi lors de nos journées là une place peut-être un petit peu plus importante que dans les précédentes, donnée aux chercheurs et aux universités, avec aussi des webinaires que l'on a proposés avec l'UBS, et on voit qu'il y a vraiment, voilà, un enjeu de transfert qui est important. On a aussi évoqué les questions de financement, parce que c'est vrai que tous ces projets ne peuvent pas se faire sans finalement un financement un peu collectif, avec la Méditerranée qui met en place des appels à projets qui sont mutualisés. Alors, c'était avec l'exemple du mouillage, mais il y a probablement des choses à rechercher de ce côté-là pour vraiment rassembler les forces vives. Donc, voilà peut-être les quelques mots, moi, que je voulais vous dire en conclusion de ces journées. Vraiment très, très riche de notre côté. On a vraiment apprécié les points de vue différents qui ont pu s'exprimer. Donc, Gwenaëlle, je te laisse éventuellement compléter. Merci Stéphanie. Non, je pense que tu as fait en tout cas une synthèse de la journée qui est très complète. Juste peut-être préciser que, à nouveau, merci aussi pour tous les échanges. Ces journées-là, elles servent à échanger de l'information, mais aussi à repérer des besoins, des observations, des pistes aussi pour des sujets à venir et des actions à venir dans le cadre du programme. Et puis là, je vais parler au nom de l'UBS, mais je pense que je ne m'avance pas en parlant aussi au nom de l'Université de Montpellier. Nous, on est très intéressés par l'interface que représente le programme avec la communauté des acteurs professionnels de la filière nautique, puisque un des enjeux cette année, c'était aussi d'ouvrir ce programme aux acteurs de la filière. Et je pense, quand on regarde la liste des participants, que c'est vraiment c'est un pari gagné. Et c'est qu'un début, à mon sens. Donc, c'est très intéressant de pouvoir croiser de manière très interprofessionnelle. Là, je pense que les journées portent bien leur nom. C'est vrai qu'en tant qu'université, que ce soit côté recherche, mais aussi par le biais des formations et des étudiants, on interagit, on a des habitudes de travail de travailler en consortium et en partenariat avec les acteurs socio-économiques que sont les entreprises, les institutionnels, les associations aussi. Et donc, on a ces habitudes de travail, on a ce besoin aussi pour développer nos travaux et puis pour développer l'insertion de nos étudiants, etc. Et donc, c'est aussi tout l'enjeu et tout l'intérêt pour nous d'être partenaire à part entière de ce programme et d'être en lien de manière large avec la communauté des gestionnaires d'aires marines que vous représentez. Donc, déjà, tous les échanges qu'il y a eu aujourd'hui vont nous servir. On n'a pas pu tout traiter, mais c'est évidemment des retours qui sont intéressants. Je pense que très rapidement et à chaud, on vous invitera à aussi compléter ça par les réactions, les pistes, les besoins, les réflexions que suscitent les échanges qu'on a pu avoir et qui vont à nouveau nous servir dans le cadre du programme. Et puis, nous, en tant qu'universitaires, aussi à nouer des liens, des collaborations qui nous intéressent et pour développer des partenariats sur de l'expérimentation et de l'application de nos travaux. Et puis aussi pour identifier
des besoins sur lesquels on peut développer ou apporter notre expertise et donc développer des travaux. Donc, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Merci à tous. Merci d'avoir tenu toute la journée en visioconférence. Et puis, on vous retrouve très bientôt. Et puis, on vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d'année. Au revoir. Merci. Bonne continuation à tous. Merci. Et toutes. Merci. Au revoir. Bonne soirée.